Vous écoutez de la musique de vieux? Ah, ne dites pas non, on a les preuves. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons parler, en effet, de la musique de vieux. Et oui, vous en écoutez, vous ne l'avouez pas, mais c'est une réalité. Alors, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont fait des dons à ma chaîne. Donc, vous avez un petit lien dans le descriptif, donc un petit lien PayPal. Et donc, je tenais à vous remercier, puisque vos petits dons permettent en effet de financer et de m'aider dans la réalisation de ces vidéos. Alors, vous avez aussi dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger pour ceux que ça intéresse et des formations. Cette idée de Bibi Blabla me trottait un peu en tête et puis je suis tombé sur une vidéo de Rick Beato. Alors voilà, je pense que maintenant tout le monde connaît, en tout cas dans la musique, Rick Beato. Une vidéo donc en réaction à un article paru dans The Atlantic qui s'appelle « Is Old Music Killing New Music ?» Alors, je suis allé lire cet article, bien entendu, et forcément cet article m'a fait réagir. Et donc, je vais, bien entendu, je le dis tout de suite, pour pas qu'il y ait de problème entre nous, voilà, je me suis fortement inspiré, en tout cas, je vais vous relater le contenu de cet article, et puis j'en ai profité, bien entendu, pour vous donner mon avis. Alors, la réalité, j'avais commencé un petit peu à en parler dans ma dernière vidéo sur Spotify. Je vous mets un lien ici, donc vous pouvez aller jeter un œil, mais l'idée, c'est que, en fait, une des réalités, visiblement, les gens écoutent toujours plus de vieille musique, de musique de vieux. Voilà. Alors, quand on est vieux comme moi, ça peut se comprendre, c'est la nostalgie de sa jeunesse, et puis on a grandi avec cette musique-là, mais, visiblement, les nouvelles générations, les jeunes, comme on les appelle, écoutent aussi beaucoup de musique ancienne. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que c'est pas nouveau tout ça. C'est-à-dire que même moi, quand j'étais jeune, j'écoutais de la musique de vieux, ce qui était considéré comme de la musique de vieux à l'époque. Voilà, je pense que c'est juste une continuité, je dirais, dans les habitudes de consommation, d'écoute, comme vous voulez, mais en tout cas, la musique, je dirais, plus vieille, quand on est jeune, on l'écoute puisque déjà nos parents l'écoutaient. Voilà, moi j'écoutais quand j'étais môme les Pink Floyd, puisque je suis né dans les années 70, donc mes parents, ma mère surtout et mon grand frère écoutaient les Pink Floyd, donc forcément en tant que dernier de la famille, j'écoutais par la force des choses les Pink Floyd. Et voilà, donc après j'ai écouté plus tard quand j'étais ado et jeune homme, on va dire, j'ai écouté les Pink Floyd qui étaient à l'époque considérés comme de la musique de vieux. Ce qui est intéressant de voir dans cet article, c'est que les 200 nouveaux titres, en fait, dans l'ensemble des streams, représentent que 5% du volume global. Voilà. Et que parmi les plus fortes ventes ou streaming qu'il y a notamment sur iTunes Music, sur l'Apple Store, eh bien vous avez essentiellement des titres, enfin des morceaux de Police, de Creedence et d'artistes comme ça, donc des vieux. Voilà. Ça, c'est un fait. Donc, visiblement, la réalité des chiffres, c'est que voilà, la musique de vieux, ou les vieux titres, représente la majorité des écoutes. Alors, et aussi considéré comme musique, on va dire, nouvelle, un titre qui a moins de 18 mois. Donc ça vous met quand même en perspective les choses. C'est que, voilà, 18 mois, c'est quand même pas beaucoup, mais on considère qu'au-dessus de 18 mois, c'est déjà de la musique quasiment ancienne. Alors, l'autre truc aussi, j'avais fait une newsletter, je crois, en fin d'année là-dessus. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma newsletter, pareil dans le descriptif, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et donc, j'avais parlé du record de vente des droits d'auteur, donc du catalogue éditorial du boss, de Bruce Springsteen, qui avait été racheté à 500 millions de dollars. Voilà, donc c'est 500 millions de dollars, ça fait quand même un tout petit peu d'argent. Et puis, j'avais cité aussi que Dylan, je crois que c'était 400, Sting, ça a été 250 millions. Enfin voilà, donc il y a eu les Eagles aussi qui ont vendu leurs droits. Enfin bon, bref, tous les grands artistes qui commencent maintenant à être très vieux, eh bien, cèdent leurs droits, cèdent leur catalogue éditorial pour des montants astronomiques. C'est donc bien
le signe que de deux choses l'une, c'est-à-dire que, ces artistes-là sont vieux, mais ont encore le vent en poupe. Pour certains, ils n'ont pas sorti de nouvel album. Alors, Sting, le boss, Springsteen, tout ça, continuent à sortir des albums, mais bon, les Eagles, Dylan a ressorti des choses il n'y a pas très longtemps, mais le fait est, c'est que les maisons de disques, en fait, les maisons de disques rachètent à prix d'or ces catalogues-là. Donc, ça montre bien deux choses, ça veut dire que, visiblement, la consommation de la musique continue à se faire autour de ces artistes. Et que les maisons de disques continuent d'investir dans des vieux trucs, des trucs sortis dans les années 70, au détriment, forcément, d'artistes modernes. Alors, on n'a pas les chiffres de ce que investissent les maisons de disques dans les nouveaux artistes. Maintenant, on sait aussi que ça ne se passe plus comme ça. Avant, une maison de disques, eh bien, la stat, c'était sur 10 artistes signés, il y en avait un qui cassait la baraque et qui permettait de financer les 9 autres qui ne marchaient pas. Donc ça, c'était le métier de producteur, c'était le métier des maisons de disques, c'était de signer beaucoup d'artistes parce qu'ils savaient que sur le nombre, il y allait y en avoir que 10% qui pouvaient être rentables et permettre de financer les autres. Là, aujourd'hui, on assiste à un changement, je dirais, de comportement des maisons de disques. Alors, on assiste à un changement, il n'est pas nouveau, il ne date pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, les maisons de disques, aujourd'hui, préfèrent investir des sommes ultra importantes dans du catalogue éditorial, en tout cas, pour racheter du catalogue d'artistes ultra connus, parce que, visiblement, ce catalogue-là représente la majorité des streams, la majorité des écoutes sur les différentes plateformes. L'autre point intéressant dans cet article, c'est de voir que le format de support, le format qui fonctionne le mieux encore, c'est le vinyle. Voilà, donc c'est un support qui a plus de 70 ans et qui aujourd'hui, j'irais, a le vent en poupe. Donc juste aujourd'hui, on a noté que depuis quelques années, voilà, le vinyle revient, mais visiblement, il revient de plus en plus fort. Et puis, on constate aussi que les revendeurs de musique, donc les magasins, se remettent à avoir beaucoup de vinyles. J'ai fait, moi, j'habite le 95, je suis allé hier au Grand Cercle à Éragny, pour ceux qui connaissent, voilà, qui a une énorme papeterie et qui était, où il y avait aussi beaucoup de CD. Et bien aujourd'hui, ils ont gardé un rayon CD qui est pas trop mal, on va dire, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait un rayon vinyle ultra important. Donc voilà, la réalité, c'est qu'un format qui a plus de 70 ans, aujourd'hui, continue à générer vraiment beaucoup d'argent et en tout cas, les maisons de disques continuent à investir dessus. Moi, j'ai les demandes aujourd'hui sur des artistes avec lesquels je travaille là pour 2022. Il y en a un, son support principal qui va presser, c'est le vinyle. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce vieux format a toujours le vent en poupe. Ce qui veut dire aussi, c'est que si le format a le vent en poupe, ça veut dire qu'on va racheter des platines, qu'on va racheter des chaînes hi-fi, parce que l'écoute de ces formats-là, de ces supports-là, n'a rien à voir avec la majorité aujourd'hui de ce que l'on a à écouter sur un laptop ou au casque. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus qui est en train visiblement de se passer, et ça pose la question, puisque j'ai fait il n'y a pas très longtemps un bibi blabla sur le format Dolby Atmos, qui pour moi semble être un petit peu quelque chose de très intéressant dans l'avenir de notre musique. On va y revenir dans ce bibi blabla un peu plus loin, mais eh bien en tout cas quid du format Dolby Atmos, parce qu'aujourd'hui, une réalité aussi, c'est que beaucoup de studios ont investi vraiment beaucoup d'argent dans un équipement Dolby Atmos pour pouvoir mixer et rendre de la musique en Dolby Atmos. Donc on est vraiment à un truc qui est assez spécial, avec un nouveau format qui semblerait arriver, dans lequel l'industrie des professionnels investissent beaucoup d'argent, et puis les consommateurs qui continuent d'aller sur un format qui a 70 ans, et qui est un format stéréo, je dirais classique. L'autre point qui est super important aussi, et qu'on voit dans l'article, mais qu'on constate tous, c'est-à-dire que quand on écoute la radio, aujourd'hui, les oldies représentent la majorité, je dirais, des titres. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'écoute WeFM quand je prends ma voiture, je la prends pas souvent en ce moment, mais quand je prends ma voiture, j'écoute WeFM. Et pour le coup, c'est vrai que avant, il y avait beaucoup de nouveautés, et de temps en temps, il y avait un CDC
où de temps en temps il y avait une vieillerie comme ça qui ressortait. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de vieilleries, donc des vieux titres des années 70, titres des années 80, 90, et puis quelques titres nouveaux. Donc on a une demande des radios, mais si les radios aujourd'hui ont changé leur format, c'est que les gens ont changé leur manière de consommer ou ce qu'ils souhaitent avoir. Alors moi je parle dans ce que je connais, c'est-à-dire le rock, j'écoute pas de radio hip-hop, donc je peux pas vraiment me prononcer comment ça marche, je dirais, sur cette musique, mais en tout cas, dans ce qui est pop-rock, metal, on va dire, voilà, le oldies est redevenu goodies. L'autre point qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'auteurs et de compositeurs pour un seul titre. Ça, c'est le fait de la musique moderne, c'est que, notamment dans tout ce qui est R&B, hip-hop, tout ce qui est vraiment musique grand public, vous pouvez avoir 5, 6, 7 auteurs ou compositeurs pour un seul même titre, avec quelque part une structure harmonique super basique, super simple, où il ne se passe pas forcément grand-chose, mais on a de plus en plus d'auteurs-compositeurs qui collaborent pour un titre. Donc ça, c'est vraiment un point qui est insurprenant, au vu parfois de la qualité, mais qui montre un petit peu comment le business de la musique aujourd'hui est contrôlé et quelque part est géré par des grosses maisons de disques. L'autre point qui est super intéressant, et ce qui nous montre un petit peu ce que met en avant l'article, et c'est vrai que c'est un truc que j'avais complètement oublié, mais qui est un frein aujourd'hui au développement de nouveaux titres, c'est le syndrome de Blurred Line. C'est ça, oui, Blurred Line de Robin Thicke, voilà, sorti en 2013. Et donc ce titre, où il y avait Pharrell qui avait participé, donc il y avait déjà eu un scandale autour du clip et la vision de la femme, mais ce qui s'est passé, c'est que la famille de Marvin Gaye a attaqué les ayants droit pour plagiat du titre Got to Give It Up de Marvin Gaye, donc sorti en 77. Et ça a fait je dirais, ça a été une nouvelle pierre, je dirais, au développement de la musique un peu moderne, c'est que ça a coûté plus de 7 millions de dollars de dommages et intérêts que les ayants droit ont dû reverser à la famille de Marvin Gaye. Donc ça a été vraiment un point, une rupture, je dirais, en tout cas c'est ce que semble dire l'article, et c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé à cette époque-là, puisque le titre avait super marché, et d'un seul coup, blam, s'était fait casser, parce que voilà, la famille de Marvin Gaye avait attaqué, et ils avaient largement gagné. Donc, il y a une peur des maisons de disques d'attaques comme ça, constantes, des nouveautés par des ayants droit sur des vieux titres. Et d'ailleurs, c'est devenu une autre forme de business, et ça, Rick Beato en parle beaucoup dans de nombreuses vidéos, et moi, à ma petite échelle, vraiment à ma petite échelle, je le subis aussi, c'est-à-dire que quand je poste une vidéo, forcément, comme j'ai fait sur Muse ou The Weeknd, bon, bah là, ma vidéo est complètement démonétisée, c'est-à-dire que je touche rien sur cette vidéo, parce que j'utilise de la musique d'autres ayants droit, donc à la limite, je peux comprendre qu'il y a un partage des sommes de revenus publicitaires, mais de toucher rien du tout, je trouve que c'est scandaleux, parce que quelque part, je fais la promotion, la promotion, ou après, en effet, je peux en dire du mal, mais quelque part, je fais une mise en avant, et puis, ce qui est important, c'est que j'utilise le contenu à propos, voilà, donc j'apporte malgré tout, moi, une valeur ajoutée à la musique dans ce contexte-là, mais quelque part, j'ai le droit à rien. Donc là-dessus, c'est un peu comme si vous faites du hip-hop et puis vous utilisez un sample d'un auteur, et puis en fait, vous ne touchez rien sur la musique, ce qui se passe pas comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir un pourcentage forcément, ce qui est logique, puisqu'il y a une partie de la musique que vous exploitez qui ne vous appartient pas, donc forcément, on va rémunérer les ayants droit sur la partie du sample. Ce qui pourrait être fait sur YouTube, ce qui n'est pas fait, puisqu'en fait, on se fait sucrer intégralement ces revenus publicitaires. Alors, moi, j'ai le cas aussi, par exemple, j'ai fait des vidéos, je vous assure, par exemple, de tests de plugins, où j'utilise des titres à moi ou des titres de clients, avec l'autorisation des clients. Bien souvent, c'est des titres à moi. Et je me suis vu démonétiser des vidéos sur des tournes de batterie qui sont sur un titre à moi. Voilà, donc, alors j'ai réussi après à les remonétiser, mais quelque part, il y a un algorithme, il y a un mec au bout de ligne, et ça, Rick Beato en parle très bien,
C'est-à-dire que c'est le nouveau marché aujourd'hui des maisons de disques, c'est de contrôler quelque part tout ce qui se passe sur le net pour, à la base, on va dire c'est leur métier, de récupérer les sommes par rapport aux droits, mais là, ils récupèrent l'intégralité des sommes et ils peuvent même vous faire fermer votre chaîne YouTube. Donc, il y a vraiment un autre métier qui s'est développé. Rick en parle très bien. Et aujourd'hui, eh bien, la réalité, c'est que ces maisons de disques préfèrent racheter du catalogue à prix très cher pour en avoir les droits, parce que l'utilisation qu'il y en a sur les streamings et sur les plateformes de téléchargement, sur l'utilisation qu'on peut en faire dans les vidéos, ça, c'est devenu très juteux et c'est comme ça qu'ils récupèrent de l'argent. Donc, on a vraiment un changement aussi du business, c'est-à-dire que on ne mise plus sur la nouveauté, on mise sur les vieux. L'autre point dont je parle aussi dans ma dernière vidéo sur Spotify, donc je le redis juste là, c'est que aujourd'hui, un mec comme Daniel Ek, qui est le CEO donc de Spotify, a investi en 2021, donc en pleine pandémie, 1 milliard de dollars, mais il les a pas investis sur de la musique, il les a investis dans la science, dans des boîtes, je crois, à caractère médical, ou enfin, voilà. Mais donc, en tout cas, ce mec fait de l'argent avec la musique de certains ayants droit, puisqu'on est très très mal payé. Et ça, donc j'en parle dans ma vidéo sur Spotify, donc vous pouvez aller la voir, je vous remets le lien. Ça montre bien le caractère aujourd'hui de l'industrie, qui n'est pas de développer les nouveaux artistes, mais de faire du blé sur ce qui existe déjà depuis longtemps. Parce qu'on a des papiers en bout de chaîne, et c'est ce que j'explique dans ma newsletter, comme Sting, comme Bruce Springsteen, qui vont se retrouver avec un problème le jour où ils vont décéder sur la gestion de leurs droits par leur ayant droit, donc préfèrent aujourd'hui revendre à une société, à une maison de disques qui va gérer professionnellement ça, récupérer l'argent et la répartir. Donc on a ce souci-là, donc tous ces vieux artistes, ces vieux dinosaures, gèrent quelque part leur héritage, mais le business de la musique, aujourd'hui, il est fondé sur ça. C'est-à-dire qu'il est fondé sur les ayants droit, et il est fondé sur la notoriété, mais pas sur la nouveauté. Et ça, c'est quand on voit Daniel Ek qui investit 1 milliard de dollars dans la recherche, au lieu de l'investir dans la musique, alors que c'est grâce à la musique, je dirais quelque part, grâce à son système bien dégueulasse, qu'il a réussi à faire autant de blé, eh bien, on se rend compte que le truc n'est pas du tout fair, quoi. Le truc n'est pas du tout juste. L'autre point qui n'est pas évoqué dans l'article, mais dont moi j'ai parlé, c'est faire ma clique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui très bien aussi que, d'ailleurs, ça se voit dans ce que je vous ai annoncé dès le départ, c'est-à-dire que les 200 nouveaux titres représentent que 5% des streams. C'est-à-dire qu'on a des fermaclics, on a un processus, un procédé qui fait monter, je dirais, la visibilité de façon artificielle des nouveaux titres dans les playlists, mais ça ne représente en rien la consommation réelle du vrai consommateur qui consomme de la musique, et pas seulement des effets de mode sur des jeunes, sur faire monter les stats, un peu comme faire monter les likes sur Instagram. Ça vous sert à rien si vous n'avez pas derrière des gens qui aiment vraiment votre musique. Donc la vraie énergie, elle est à mettre dans votre musique et dans la prestation, dans le lien que vous allez avoir avec les gens qui vont suivre votre musique. Ça, on va en parler après. Donc visiblement, aujourd'hui, la seule solution qu'on vend aux jeunes artistes, c'est un système basé sur des vieux, quoi. C'est les vieux qui font de l'argent. Et on leur dit, voilà, faut rentrer dans les playlists, faut faire de la promo. Donc ça, tout ça, j'en parle dans la vidéo sur Spotify. Donc avec l'arnaque supplémentaire, si vous voulez rentrer dans des playlists, vous rebaissez, vous relaissez 50% de vos droits à Spotify. Enfin voilà, tout est bien organisé, je dirais, pour empêcher, je dirais, déjà pour faire du business, et deux, pour les jeunes artistes, qu'est-ce qu'il leur reste aujourd'hui? C'est de faire monter les vues de façon artificielle ou pas sur les réseaux, voilà, que ce soit les plateformes ou les réseaux sociaux, mais en termes de rémunération, il ne se passe rien, c'est-à-dire que le blé ne leur revient pas. Ça, c'est le point qui est affligeant, qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'on vante un système qui, en aucun cas, ne permet aux jeunes, à la musique, de pouvoir se développer et de pouvoir avoir un avenir. Parce qu'il y a une réalité, c'est que ce n'est pas les vieux qui font
l'avenir de la musique. Voilà, je dirais même, c'est pas des gens comme moi. Enfin, je dirais, moi, c'est fini. C'est-à-dire que je continue à faire de la musique en tant qu'artiste, mais j'ai pas l'ambition, j'ai pas la prétention, à mon âge maintenant, de pouvoir amener quelque chose de nouveau dans la musique. C'est les jeunes générations qui vont amener quelque chose. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que autant les maisons de disques, même avec des contrats parfois foireux, permettaient à des Sting, à des Beatles, permettaient à des Led Zeppelin, permettaient à des Alain Bachung, permettaient à des Serge Gainsbourg d'exister et d'amener quelque chose de nouveau à la musique. Alors Serge Gainsbourg, c'est quand même un exemple un peu à part parce que lui, c'est vraiment vieux aussi qu'il a été reconnu. Mais bon, bref. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir de la musique, quelque part, c'est aussi les jeunes, c'est aussi cette force créative, cette force qui a une vision de la société actuelle et qui, dans sa musique, va amener quelque chose de nouveau. Alors, il y a des groupes, notamment aux États-Unis, où il se passe plein de choses, c'est-à-dire qu'ils mélangent le hip-hop, l'électro, le métal, voilà, il y a des nouveaux guitaristes, on voit plein de nouvelles choses, mais tout ça se fait en dehors des circuits quelque part, et c'est ça qui est important de voir, c'est-à-dire que la nouveauté se passe sur les réseaux, se passe sur des circuits de liens directs entre l'artiste et le consommateur, quelque part, de se débarrasser des maisons de disques, puisque de toute façon, les maisons de disques, je le redis, je l'ai expliqué dans plein de vidéos par rapport à Spotify, les maisons de disques ont des parts, notamment dans ces plateformes-là, et ont tout intérêt à continuer à contrôler tout ça. Donc on va vous dire que il faut que, en tant que jeune artiste, c'est comme ça que ça va se passer, que vous devez faire des playlists, vous devez rentrer dans les playlists et tout ça, sauf que en termes de rémunération, vous ne pouvez pas vivre. Donc c'est de plus en plus difficile pour les jeunes de se créer une entité, de se créer une marque, puisque voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est créer une marque, un nom, parce que de toute façon, le business n'est pas fait pour ça. Et puis l'autre point qui pour moi est aussi important dans cet échec aujourd'hui, c'est, et ça c'est vraiment sur la production, c'est alors je vous ai parlé tout à l'heure sur des titres qui sont ultra simples, je dirais, on est limite dans le chord track, vous avez sûrement vu, le chord pad, je ne sais plus comment ça s'appelle, la pub qu'il y a avant toutes les vidéos musicales où en fait vous faites un drag and drop d'accords MIDI et puis ça vous fait tout de suite une mélodie, donc on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on a une musique aujourd'hui qui est de plus en plus simple, avec de plus en plus d'auteurs et compositeurs, donc c'est quand même, je dirais, surprenant. Et puis il y a le syndrome que moi j'ai appelé le syndrome Linkin Park, quelque part, c'est la qualité intrinsèque des productions. C'est-à-dire que sur l'album de Linkin Park, c'est le deuxième, je crois, Meteora, voilà, on a eu un son ultra fort. Alors ça commençait à monter sur la deuxième moitié des années 90. On était vraiment dans un concours, je m'excuse, de beat. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'il fallait être toujours plus fort que l'album précédent. Il y a un moment donné, les lois de la physique, on les a écrasées avec cet album de Linkin Park qui est ultra fort, voilà. Donc la guerre a été ensuite gagnée par Andrew Scheps avec l'album de Metallica Death Magnetic qui est ultra fort. Bref, tout ça pour dire que, selon mon point de vue, la problématique aussi de la musique moderne, c'est que revient aussi à la qualité de la production. Voilà, j'ai fait un bibi blabla il n'y a pas longtemps sur Mastodon et Adele. Voilà, Mastodon a un groupe de metal prog que j'adore, mais leurs albums, je les trouve dégueulasses. Et je trouve que la majorité des prods aujourd'hui sont dégueulasses parce que tout est fort. On est dans ce concours de Stouquette pour avoir le son le plus fort, le plus gros. Aujourd'hui, beaucoup de groupes qui ont commencé dans les années 2000 ou 2010 ont comme référence ce syndrome Linkin Park. Donc pour eux, voilà, c'est comme ça qu'on entend une prod, c'est-à-dire un truc tout saturé, tout pourri. Et donc, je pense que ça, mon avis, ça joue vraiment sur l'envie des consommateurs d'aller vers des nouvelles musiques parce qu'on a quelque chose de toujours plus fort, de toujours plus agressif. Donc ça, pour moi, ça joue sur le fait que toute cette musique moderne, en fait, est de plus en plus fort, de plus en plus agressive. Tout est saturé. Et quelque part, qu'on l'écoute à bas volume, alors à fort volume, c'est pas possible parce que tout fait comme ça, mais ça nuit forcément à l'envie qu'on a d'écouter de la musique. Écouter des trucs des années 70-80 à l'époque où les choses respiraient, même début des années 90, et là, en fait, vous avez des choses vachement plus musicales. Voilà, la musique, et il y a de la dynamique, il y a de l'air, il y a de l'espace, ça n'agresse pas vos oreilles.
Et ça, moi, c'est ma théorie. C'est pour ça que, en tout cas, en tant que producteur, je travaille vraiment dans ce sens-là, dans mes mix et mes mastering, pour respecter la dynamique. Bref, il y a de plus en plus de professionnels qui travaillent dans ce sens-là, mais forcément, c'est d'autant plus difficile de mixer en respectant la dynamique, en ayant de l'air, plutôt que de mixer dans un limiteur et d'avoir tout à balle. Bref, ça pour moi, c'est aussi quelque chose qui fait que on se détourne de la musique moderne. Et c'est vrai que j'ai fait un blabla récemment sur le dernier Muse, qui pour moi est ultra bien produit, qui est un peu fort, mais qui reste malgré tout ultra bien maîtrisé en termes de technique de mix et en termes de mastering. Et là, vous avez quelque chose qui vous permettent, d'ailleurs je vais rebondir sur l'exemple de Muse, qui vous permettent d'avoir un titre qui est assez crossover, qui passe avec du dubstep, du rock et du métal, voire du métal très vénère, mais qui passe crème, qui plaît aux métalleux, qui peut plaire à plein de gens, parce que la musique, parce que la dynamique de la musique est respectée. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, la question, c'est de se dire, voilà, dans les années 70, et en fait, aujourd'hui, on a des titres aussi de plus en plus courts, qui sont passés de 2 minutes, qui sont passés de 3 minutes 30 à 2,20, mais quid de Bohemian Rhapsody, qui fait, je sais plus, 6 ou 7 minutes, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de faire un nouveau Bohemian Rhapsody? Je sais pas. Dans le sens où, est-ce que les artistes, s'autorisent à aller aussi loin dans le délire artistique, voilà, de casser les codes? Ça, c'est une chose. Muse, je trouve, a fait quelque chose qui se rapproche de Bohemian Rhapsody avec son dernier titre, en tout cas dans l'idée d'une production. Et puis, est-ce que les gens qui vont produire derrière, les mecs comme moi, est-ce qu'ils vont pas saloper le travail des artistes en mettant tout à balle dans un limiteur et en pétant la dynamique, tout ça pour avoir quelque chose qui sonne soi-disant gros, alors que quand ça finit sur les plateformes, ça finit tout petit. J'ai fait un bibi blabla dessus, je vous mets le lien là, voilà. Et donc, il y a une vraie responsabilité, c'est-à-dire que les consommateurs, il y a un moment donné, moi je me dis, s'ils se tournent de plus en plus vers de la vieille musique, des oldies but goodies, c'est-à-dire de la musique qui a été faite dans les années 70-80, il y a peut-être aussi une raison, c'est-à-dire qu'à l'époque, on s'autorisait peut-être plus de choses artistiquement, et ensuite, les producteurs, eh bien, en fait, étaient innovants. C'est-à-dire que vous écoutez les albums de ces époques-là, chaque album avait une prod différente. Aujourd'hui, ce qui est affligeant, c'est que si vous écoutez du métal, même du hip-hop, eh bien, toutes les prods sont pareilles. Il n'y a pas d'originalité. C'est-à-dire qu'il y a ces fameux codes dont moi, on me parle, qui m'emmerdent profondément, et parce qu'il faut produire des albums, il faut produire des titres dans ces putains de codes. Et ça, c'est la fin du côté artistique, c'est-à-dire que quand des artistes sont aussi fermés à de la nouveauté ou fermés à faire autre chose que de copier, de singer ce qui a déjà été fait, ça n'a pas d'intérêt. Donc forcément, il ne faut pas s'étonner si les consommateurs de base qui ne réfléchissent pas dans le sens qui prennent la musique pour ce qu'elle leur donne, pour de l'émotion, et bien dès l'instant où on retire de l'émotion, dès l'instant où on utilise des chord pads avec des séquences d'accords toutes faites, qu'on voit dans le hip-hop des instrus qui sont super plates, qui se ressemblent toutes, avec, je parle même pas de l'autotune qui va dessus, mais on voit Orelsan qui sort un nouveau titre, L'odeur de l'essence, qui est sorti en fin d'année, qui a fait un carton, mais parce que, j'irais déjà, la dynamique est super respectée, ça a été super bien mixé, super bien produit, l'instru est ultra original, bref, voilà, ils ont pris des risques. Tout ce que je veux vous dire par là, parce que là je suis en train de m'emballer, le compteur tourne, on va dire. Donc on va encore me reprocher de faire des vidéos trop longues, mais quelque part, je m'en fous. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étonner que les gens aillent vers de la vieille musique parce qu'il y avait, à l'époque de la nouveauté, les codes, il n'y avait pas de codes parce qu'on était en train de les écrire à ce moment-là, les codes, que ce soit en termes artistiques, que ce soit en termes de production, puisqu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas de mixeur. Dans les années 70, le mix a commencé vraiment à arriver dans les années 80, avec notamment Bob Clearmountain. Donc avant, on enregistrait, on mixait, on faisait des mises à plat, et ça sortait. Écoutez les vieux Marley, comment ça sonne. Il y a de la dynamique, ça joue, voilà, il se passe quelque chose. Les vieux Sting, les vieux Police, c'était ça. Police, c'était quoi? C'était un mélange de jazz, de punk et de rock,
de pop rock. Voilà, Police a créé ce mash-up, ce truc-là, et a cartonné. Aujourd'hui, Police est encore parmi les titres les plus téléchargés sur iTunes. Et c'est normal que dans les années 2010, il y a un promoteur qui ait donné 200 millions de dollars à Sting, à Stewart Copeland et à Andy Summers pour réunir, donc ça lui a coûté 600 millions de dollars rien que pour les trois bonhommes, pour qu'ils se retrouvent sur scène et faire une tournée de stade qui a cartonné. Je crois qu'elle a rapporté 1,3 milliard. 600 millions de dollars pour les artistes, on va dire, allez, on va compter 100 millions de dollars de frais divers, 1,3 milliard. Alors le truc, est-ce que je suis en train de dire que les nouveaux artistes n'ont pas de talent? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce que je veux juste dire, c'est que le business de la musique est construit aujourd'hui sur gérer des titres qui sont dans l'inconscient collectif et qui sont faciles en termes de rentabilité. Quand on rachète 500 millions de dollars le catalogue de Springsteen, c'est pas pour en faire quelque chose de nouveau, c'est pour avoir des rentes. Donc la vraie réalité, le vrai business, moi je sais quand je signais des artistes début des années 2000, le vrai business c'était d'aller les découvrir, d'artistes qui ne valaient rien à l'époque, d'en faire des artistes qui fonctionnaient, qui devenaient rentables, qui avaient une carrière. Et ça, les maisons de disques ne le font plus. Même les labels indépendants aujourd'hui ne peuvent plus le faire parce que c'est trop de moyens. Donc la seule solution pour les artistes, c'est de le faire eux-mêmes. C'est dans ce sens-là que j'ai fait la formation Devenez musicien entrepreneur. C'est pour donner aux artistes les moyens, en tout cas les connaissances et les moyens de pouvoir développer leur projet parce que c'est la seule réalité. Vous n'êtes pas dans les playlists Spotify, vous ne faites pas des millions de vues, eh bien c'est pas grave parce que vous pouvez malgré tout faire votre business et faire développer votre projet artistique. Aux États-Unis, le marché de la musique indépendante a largement dépassé depuis très longtemps le marché de la musique majorisée, du business de la musique, parce que en fait, il y a plein d'artistes. Alors, eux, ils ont une culture qui est différente de la nôtre, parce que déjà, bon, les États-Unis, c'est assez grand, et puis, il y a beaucoup de concerts locaux dans les petites villes, dans les bars. Donc, les artistes, en fait, arrivent à vivre, j'irais, décemment, ou plus ou moins, ou avoir un revenu d'appoint en développant leur projet artistique propre, c'est-à-dire sans se poser de questions vis-à-vis des codes, du business de la musique, et vivre en touchant les gens directement. Et ça, je pense que c'est l'avenir pour la musique contemporaine, pour les jeunes, c'est-à-dire de ne pas regarder ces codes-là, de ne pas se comparer par rapport à des artistes qui sont des noms, qui sont devenus des marques, parce que c'est ça aujourd'hui, les maisons de disques, Spotify et les maisons de disques vivent sur ces marques-là, c'est pour ça qu'ils les rachètent à prix d'or, mais à vous de construire votre propre marque. The Weeknd l'a fait, Chance the Rapper l'a fait. Ces artistes-là ont commencé sur YouTube en faisant des vidéos, en postant leur musique et surtout en s'organisant vraiment comme un vrai business, en ayant leurs droits et en contrôlant leurs trucs. Ça marche, vous récupérez 100% du gâteau. Pourquoi donner 80% du gâteau à une maison de disques qui va au final aujourd'hui ne rien faire, puisque la réalité elle est là quoi. Donc l'avenir de la musique est vraiment on peut aimer les Beatles, on peut aimer le Springsteen, on peut aimer tous ces artistes là, ce n'est pas eux l'avenir quoi. L'avenir c'est vous. L'avenir, c'est des jeunes, je vous dis, c'est même pas moi, mais c'est des jeunes, c'est des artistes indépendants qui peuvent amener quelque chose de nouveau par voie indépendante, par leur vision de la musique, en cassant les codes, en faisant les nouveaux Bohemian Rhapsody. Ce n'est pas en copiant, en singeant, que ce soit artistiquement, que ce soit en termes de production, que vous allez vous démarquer des autres. Un autre bon exemple, je trouve, dans la musique un peu indépendante, et là, sur le côté rock, un peu prog, c'est Steven Wilson, avec son groupe Porcupine Tree, qui a toujours été indépendant, qui a produit lui-même ses albums, qui a appris à mixer, qui a appris à produire, qui a toujours été indépendant, et qui aujourd'hui, enfin depuis quelques années, mais de plus en plus aujourd'hui, est un groupe majeur, complètement libre de tout, et qui gère son propre business. S'il a réussi à le faire, pourquoi vous ne pourriez pas le faire? La réalité, c'est que vous devez comprendre ce qui se passe, comment ça se passe, et vous devez tout contrôler. Ça, c'est beaucoup de travail, mais c'est le seul moyen de faire et d'apporter artistiquement quelque chose d'autre.
de ne pas copier ce qui a déjà été fait, mais d'être innovant et de ramener vraiment de la valeur, parce que les gens, si c'est pour écouter quelque chose qui a déjà été entendu 1000 fois, bah, ils préfèrent écouter les Eagles ou les Beatles. Si vous devez faire quelque chose de nouveau, surprenez-les. Je pense au dernier titre. Je pense que je vais faire un biblabla sur le dernier titre de Porcupine Tree, qui dure 8 minutes. Et puis je pense au titre de Muse, voilà, dans la sphère pop, rock, metal, on va dire. Maintenant, je le répète, dans le hip-hop, je ne connais pas bien, mais je suis persuadé qu'il y a des nouveaux artistes, des jeunes artistes, qui vont faire quelque chose de différent. Et je pense Orelsan, qui est maintenant un artiste établi, a fait quelque chose, a eu un parcours complètement innovant et différent des autres rappeurs pour créer son identité, pour créer sa marque quelque part et pour amener une valeur supplémentaire aux gens qui allaient l'écouter. Pourquoi écouter un artiste si c'est juste une pâle copie d'un autre, quoi? Ça n'a aucun intérêt. Voilà, je voulais réagir à cet article. Et donc, quelque part, moi, ça m'a conforté parce que quand j'ai fait arrêter de vendre votre musique, la partie 1, la partie 2, même sur arrêter le home studio et le DIY, tout ça va dans cette vision que j'ai en tout cas, qui est que la musique, aujourd'hui, le pouvoir sont les artistes qui l'ont. Voilà, ça, tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne reprendrez pas la main. Et c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. Alors, ça va marcher, ça va pas marcher, mais tant que vous ne serez pas ambitieux, tant que vous ne serez pas créatif, tant que vous n'arrêterez pas de vous conformer au code de production, au code d'écriture, à ce qui se fait, et d'essayer de singer, ni plus ni moins, le dernier titre de The Weeknd ou quoi au caisse, ça n'a pas d'intérêt. The Weeknd, pour reprendre l'exemple, voilà, pour moi, c'est son dernier titre. Le titre est mortel. Alors, on l'a vu dans le biblabla que j'ai fait là-dessus, il y a plusieurs auteurs-compositeurs, c'est ultra pompé sur Michael, mais quelque part, s'il avait fait quelque chose avec des vrais musiciens, il aurait peut-être amené un truc supplémentaire. Muse, pour le coup, a amené quelque chose de supplémentaire. Voilà, donc, faites le nouveau Bohemian Rhapsody. N'oubliez pas que Bohemian Rhapsody, quand ça a été fait, la maison disque n'en voulait pas parce qu'ils disaient que c'était trop long et que ça ne plairait à personne d'avoir un côté opéra rock. Voilà, ça a cartonné. Tous les titres que vous regardez, que ce soit Elvis, que ce soit Dylan, que ce soit Springsteen, c'est dur à dire, Nirvana, Dr. Dre, Eminem, bref, Drake, tous ces artistes-là sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont pris des risques, parce qu'ils ont contrôlé aussi leur business et parce qu'ils ont été novateurs dans la musique. Donc, si vous voulez qu'on arrête tous d'écouter de la musique de vieux, eh bien, je dirais, il faut aussi, qu'on puisse laisser la chance aux jeunes, mais il faut que les jeunes puissent prendre leur chance et qu'ils comprennent, je pense, qu'aujourd'hui, ils ont tous les outils dans leurs mains pour pouvoir vraiment avancer et qu'il faut qu'ils soient créatifs et qu'ils amènent quelque chose de nouveau, en fait, à la musique pour que ça fasse un effet waouh, quoi. On a tous envie, quand on écoute de la musique, d'avoir un effet waouh. Voilà, donc ça, c'est super important. Voilà, je vous remercie, j'attends vos commentaires. Pour ceux qui sont intéressés, je fais un webinaire gratuit le 24 février prochain. Inscription, voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Il suffit de cliquer en bas, vous avez le lien direct. Donc, où je vous présenterai la formation Devenez musicien entrepreneur. C'est plus de 50 heures de cours, 200 vidéos qui vont vous permettre d'avancer dans votre projet et de construire réellement votre identité musicale, artistique et de marque. Voilà, donc, et bien pour les autres, j'attends vos commentaires. Vous pouvez tirer à boulet rouge si ça vous fait plaisir. Voilà, donc on va enclencher le débat, puisque j'aime beaucoup débattre, avoir un retour sur ce que je dis, sur les conneries que je peux dire ou pas. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt, bonne semaine, et ne lâchez jamais le bout de gras. La musique, si elle est en vous, elle doit sortir, et tout le monde attend forcément une part de votre musique pour accompagner, pour que votre musique accompagne la vie des gens. Ça, c'est une réalité. Alors, elle va accompagner 10 personnes, elle va accompagner 10 millions de personnes. C'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est que votre musique sorte pour qu'elle puisse accompagner la vie des gens. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.